Retrouvez cette vidéo dans sa version intégrale, sans publicité et avec quelques minutes d'analyse en plus sur le Patreon du Super Plan de Ciné. Une façon de profiter de vidéos bonus tout en soutenant mon travail. Voilà, c'est dur. Alors oui, c'est horrible, brutal, cruel, tragique, mais notez que comme pour la scène du viol de la voiture du couple d'amoureux, toute la violence repose sur le montage. Pas d'effet gore, et à vrai dire pas une seule goutte de sang, et certainement pas une tête décapitée qui roule sur le sol. Ah bon? On voit pas? Et non, ce que tu as pris pour une tête n'est en réalité qu'une balle qui roule par terre. Ah oui. Et pourtant, j'étais sûr de l'avoir vu. Oui, et tu n'es sans doute pas le seul. Et après tout, c'est normal. Avec cette petite sandalette qui suggère déjà une partie du corps du petit Sprog, cette chose qui rebondit et qui roule, par association d'idées, ne pouvait être que sa tête. Et le moment est tellement puissant, choquant, que ton imagination s'est emballée. Ah. D'autant plus que cette balle sort de nulle part. On ne l'a pas vue auparavant. Sprog ne l'avait absolument pas dans la main. Alors les plus observateurs, et après moult visionnages, l'auront effectivement repéré dans la main de May. Mais franchement, c'est tout. Le seul moment où Sprog a cette balle dans la main, c'est au tout début du film, en arrière-plan. Et au début de cette longue séquence qu'on est en train d'analyser, on a pu le voir jouer avec une balle, mais c'est pas tout à fait la même taille. Et donc pour résumer, comme cette balle arrive comme ça de nulle part, notre cerveau de spectateur, sous le choc, dans un état de sidération, peut être amené à projeter sur elle l'horreur qu'il imagine. Cet objet rond devenant alors la chose la plus probable, celle qui fait le plus de sens, non pas une simple balle, mais la tête du petit Sprog. Tout l'art de la suggestion, comme avec ce film que la plupart d'entre vous connaissent, et qui, dans notre souvenir traumatique de jeunes spectateurs, il ne fait aucun doute qu'on a bien vu tomber, reine morte, la mère sous les balles des chasseurs. Toute la force du hors-champ. Mais alors, justement, revenons sur le montage très rapide qui précède ce plan pour comprendre l'impact émotionnel qu'il suscite. On a d'abord deux gros plans, une main gantée sur la poignée d'accélérateur, et regardez, au coup de poignet s'enchaîne presque naturellement un zoom sur le compteur dont l'aiguille part dans les tours. Ensuite, c'est l'incidence de ce coup d'accélérateur en deux plans. D'abord, une moto qui s'approche de nous à toute vitesse et contre laquelle on se cogne, pour ainsi dire, grâce à un zoom qui l'a fait envahir tout le cadre. Et regardez comme c'est précis, on a ensuite quasiment un raccord mouvement. La moto penchée, direction vers la droite du cadre, et cut, Jessie, dans le même sens, elle aussi penchée, en train de chuter. Chute qui nous projette dans le plan suivant, contre le macadam, avec une moto qui nous passe par-dessus la tête, celle du toe-cutter himself. L'enchaînement est d'une fluidité parfaite. Des plans qui pris individuellement n'ont rien de complexe, ce ne sont que des gros plans qui n'impliquent aucune cascade particulière, mais le pouvoir suggestif de ce montage est puissant parce que 1. Il est d'une fluidité parfaite, et dit l'essentiel en un éclair, il repose sur le fait qu'il a été introduit par le regard horrifié de May, et ces deux plans visuellement très puissants, incorporant dans le même cadre la victime et les monstres qui se jettent sur elle. Voilà donc comment George Miller crée ce moment absolument sidérant et choquant, en ne jouant quasiment que sur des éléments de cadrage et de montage. Et autre facteur clé dans ce montage, son rythme, sa cadence. Des plans de plus en plus courts pour l'approche, qui deviennent quasiment des éclairs pour l'attaque, et enfin cet ultime plan qui, à l'inverse, s'étire en longueur. Un plan interminable qui nous laisse seuls avec ce vide, le grondement des motos qui s'éloignent, et la puissance évocatrice de cette petite sandalette et cette forme ronde qui roule dans le fond de l'image qu'on prendrait inévitablement pour la tête du bébé. Dans ce plan se joue donc toute la force du hors-champ, l'horreur absolue qui nous donne à imaginer de deux corps écrasés juste là derrière nous sur le macadam. Encore une fois, pas d'effet gore, pas une seule goutte de sang, simplement le pouvoir suggestif du cinéma à son plus haut degré. Ça y est, Max arrive, May est effondré et lui se lance alors dans une course éperdue. On le suit, collé à son visage, qui commence à se tordre de douleur. On se rapproche avec lui des deux corps inertes étendus sur le macadam. Va-t-on les voir de plus près? Eh bien non, George Miller ne montre pas, mais suggère. Ou plus exactement ici, reste à distance. Max tombe à genoux. Il n'en faut pas plus pour sentir que pour lui, tout un monde est en train de s'effondrer.
ambulance, urgence, et pour la deuxième fois du film, nous voilà à l'hôpital. Mais là, c'est filmé de façon complètement différente de la première. Souvenez-vous, on suivait Max avançant dans le couloir et forçait l'entrée de la chambre de Gus. Le suspense grandissait à mesure qu'il s'approchait de la victime et découvrait l'horreur. Ici, c'est tout le contraire. Pas d'attente. La scène s'ouvre d'emblée sur la victime. Et Max, lui, est complètement absent. On découvre donc Jessie, enfin, elle est méconnaissable, on suppose que c'est elle, dans un très sale état. Travelling arrière, et on rentre dans la conversation entre un interne et un médecin qui font une liste interminable de ses blessures. Arrive ensuite une infirmière qui en rajoute une couche en annonçant la pire des nouvelles, le petit Sprog est mort. C'est très factuel, froid, clinique, sans émotion et presque cynique quand arrive le mensonge qu'on est prêt à faire au jeune époux pour le rassurer. Et c'est là que la caméra, qui poursuit son travelling arrière, fait rentrer dans le cadre le visage de Max, dans une posture figée, la moitié du visage plongée dans l'obscurité. Ce qui est saisissant dans cette mise en scène, c'est le contraste absolu entre le ton froid et distancié des médecins et l'expression d'effroi et de stupeur de Max, entre leur débit de parole et son silence. Et point très important, tout cela s'est joué en un unique plan séquence, un seul travelling arrière, qui par la continuité qu'il impose, donne cette double impression que Max a tout entendu, mais qu'en même temps, il semble ailleurs, coupé du monde. Un zombie, dixit l'infirmière. Ça y est, Max vient de plonger dans son pire cauchemar. Alors, un petit bilan s'impose car ce qu'on vient de vivre là, en termes de mise en scène, de rythme, de suspense, de structure, de scénario, de cadrage, enfin bref, tout ce que vous voulez, est une véritable masterclass. 1. La préparation. Si on remonte le fil, tout prend racine dans cette rencontre fortuite, qui, pour notre plus grand plaisir, nous a permis de découvrir une Jessie qui n'a pas froid aux yeux et qui met pour la première fois le toe cutter sur le tapis. Une scène qui, sans crier gare, a permis de générer un conflit qui a évolué tragiquement. Et notez bien le point important de ce conflit, il ne concerne que Jessie et le toe cutter. Max en est exclu. Pourquoi? Eh bien, parce que, c'est le point numéro 2, cela a permis d'adopter exclusivement le point de vue de la jeune femme, de placer le spectateur dans sa subjectivité pour créer une grande scène de suspense où l'on vit avec elle, où l'on craint pour elle. Ce qui nous amène donc au point numéro 3, le suspense. Car on a là une séquence de 10 minutes. 10 minutes de montée en tension, de relâchement, de rebondissement, avec cette question lancinante, mais jusqu'où tout cela va nous emmener? Et comment Jessie va-t-elle s'en sortir? Et là, on notera une très belle utilisation des espaces. La plage, la forêt, dans la maison, la cour et finalement la route. Car 5, si tout cela a commencé par une simple petite balade vers la plage, c'est bien encore une fois vers l'horreur de la route que George Miller a voulu nous ramener. Cette route mortifère que l'on croyait derrière nous depuis que Max avait raccroché son badge. Et là, alors que le couple avait retrouvé la fraîcheur de leur amour et qu'on nous a baladés à travers champs, forêts, plages et fermes, George Miller nous catapulte de façon fulgurante vers l'horreur de la route. Car, et c'est le point numéro 5, on baigne ici dans l'horreur. Les apparitions fantomatiques, le chien mutilé et cette idée géniale de cette porte contre laquelle on tambourine sec, comme le croque-mitaine de nos cauchemars d'enfance enfermés dans le placard. La bande du toe cutter s'y était littéralement transformée, rentrée comme des humains et ressortie comme un unique monstre à plusieurs têtes qui s'est ensuite déchaîné sur cette pauvre Jessie et son bébé. Et ce plan-là m'a particulièrement marqué. Il est resté dans un coin de ma mémoire pendant un petit moment. Ah oui, une image qui marque tant elle imbrique et la victime et le monstre qui la pourchasse dans le même cadre, doublé par ce visage face caméra dont le regard semble presque nous interpeller, comme s'il nous appelait à l'aide, nous renvoyant alors à notre propre impuissance de spectateur. On est là, face à elle, témoin, sans pouvoir rien faire. Alors, ce type de plan, l'histoire du cinéma en compte évidemment de nombreux. Et là, il faut au moins citer ceux d'un illustre réalisateur dont la mise en scène a de toute évidence fortement inspiré George Miller, celui qu'on nomme le maître du suspense, Alfred Hitchcock. Le plan de cette célèbre scène de la mort aux trousses. D'ailleurs, soit dit en passant, on retrouve le même décor complètement dénudé.
Mais on a aussi un plan des oiseaux. Bon alors oui, je sais, les trucages semblent un peu datés aujourd'hui, mais tout le principe est là. Alors outre ces films d'Hitchcock, on citera volontiers le très insoutenable Massacre à la tronçonneuse, réalisé par Tobe Hooper. Bon, pour revenir à celui de Mad Max, je trouve qu'il fait partie des plans les plus forts de l'histoire du cinéma, tant il est à la fois terrifiant, cruel et déchirant. Cette meute à l'arrière sur cette route vide, droite, cette maman protégeant son bébé, qui, dans un contraste déchirant, ne semble pas réaliser l'atrocité de ce qui est en train de se jouer. On ressent l'urgence, l'instinct, l'amour, l'innocence et la panique, bref, je trouve cette image extrêmement forte. Ce qui me permet d'aborder le point numéro 6, la bascule dramatique. Le sursaut de Jesse, puis l'apparition du Toe-Cutter et de sa bande ont constitué, on l'a vu, le rebondissement majeur de cette séquence. Car une nouvelle tension émerge autour d'un nouvel enjeu, sauver le petit Sprog des griffes du méchant loup. Et ce rebondissement, on l'a vécu également comme un changement de regard sur Jesse. Elle est passée de l'amoureuse de Max à la mère protectrice. Tout dans cette scène de face à face s'est évertué à exprimer son attachement profond pour son enfant. Toute la scène met l'accent sur la dimension maternelle de la jeune femme. Ainsi, à un niveau purement structurel et émotionnel, c'était très malin, très stratégique pour redéfinir Jesse et repositionner notre empathie à son égard, l'enjeu s'élargissant d'un simple instinct de survie à celui de protéger son bébé. L'impact déchirant du drame qui a suivi n'en a été que plus intense. D'autant plus que, cerise sur le gâteau, à notre grande surprise, George Miller a franchi une ligne qu'on pensait infranchissable. Car dans notre mémoire de spectateur, un bébé sur la route à deux doigts d'y passer, on y a déjà eu droit, mais l'horreur avait été évitée. Presque comme une promesse implicite que cette ligne infanticide, le film ne la franchirait jamais. Et donc, secrètement, à un niveau inconscient, lorsque c'est rejoué la même situation, la probabilité, l'espoir qu'on échappe à nouveau à l'horreur était là très présente. Ainsi, la surprise de voir si soudainement cette ligne franchie a été doublement plus choquante. Donc voilà, vous vous rendez compte maintenant de tout ce qu'il se joue dans cette séquence et à quel point tout est intimement intriqué. Chaque plan a son utilité, entre en résonance avec les suivants, dans un montage clair, limpide, fluide, très inspiré et surtout qui maîtrise l'art de la suggestion à un niveau remarquable. Je sais pas pour vous, mais personnellement, chaque fois que je la revois, le suspense reste intact et le final me fait toujours froid dans le dos. Bon, je pense que j'ai tout dit, reprenons le fil de l'histoire. Alors, après le plan séquence dans l'hôpital, et ce Max pétrifié sous le choc, la plage, le lieu où il encaissait déjà la perte de Goose, et là, évidemment, la grande absente est celle qui l'écoutait, qui le soutenait dans l'épreuve, Jesse. Il est donc seul, et que triture-t-il de ses mains? Le masque. Ce masque qu'il portait pour désamorcer la contrariété de Jesse, mais aussi cette figure monstrueuse qu'elle craignait de voir lui coller à la peau. Ce monstre que Max a fini par sentir naître en lui, entraînant alors sa démission. Une scène en apparence très simple, mais d'une richesse remarquable, car tout renvoie à Jesse, on l'a dit, et en plus, sans un mot, elle rend palpable la complexité du dilemme intérieur de Max. Ce masque qu'il tord dans tous les sens, fonctionnant comme son propre reflet, car ici, finalement, on a ce qui prendrait dans un autre film la forme d'une classique scène de miroir, d'un face-à-face avec soi-même. Mais évidemment, avec ce masque, tout prend une dimension infiniment plus riche, plus ambiguë et extrêmement visuelle. Dans cette façon de broyer son double grotesque, on y sent toute la complexité du déchirement intérieur de Max, où se contorsionne à la fois douleur, culpabilité, rage, dégoût, et cette lutte pour ne pas céder à la vengeance, pour ne pas devenir exactement ce que Jesse redoutait qu'il devienne. Et tout s'enchaîne très vite. Comme on déterre quelque chose de caché, de renié, il ouvre un coffre qui révèle son costume noir de policier. Et cut, on passe à un plan génial d'économie et de concision. Le garage de police et Max, en costume noir donc, qui s'enfonce dans l'obscurité. Fondu enchaîné, cadrage identique, et comme une bête qui surgit des ténèbres, la V8 en ressort, prête à mordre. Visuellement, sous nos yeux, on vient de voir Max disparaître et se transformer en machine. Lui et la V8 ne font plus une seule entité lancée sur la route de la vengeance. No!
Alors, après cette longue séquence qui s'ouvrait sur la promesse d'un bonheur retrouvé, mais s'est tragiquement terminée sur son anéantissement total, l'homme qui voulait raccrocher, fuir la folie de la route, en refuser sa violence, finit par y retourner. En cela, la réplique de Fifi était donc bien prophétique, à la nuance près que ce n'est pas en policier héroïque prompt à faire régner justice et loi que Max revient, mais en une machine de pure vengeance. Pour tous ceux qui l'attendaient avec impatience, arrive enfin le moment où Max va passer à l'action. Et justement, à ce propos, on met le doigt sur ce qui me semble être la différence fondamentale entre ce Mad Max et tous les autres de la saga. Au-delà du cadre visuel qui s'affranchit dès le deuxième opus de toute référence à un monde encore reconnaissable, en projetant ses récits dans des espaces désertiques, la différence la plus flagrante entre ce premier opus et le reste de la saga, et que tout le monde a pu souligner, c'est la mise en retrait de Max dans les scènes d'action pendant une très grande partie du film. Et oui, on est quand même là aux trois quarts de l'histoire, et pour l'instant, on ne l'a vu que dans une seule scène d'action, celle du tout début. Bon, ça, très bien. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est que de cette absence partielle de Max, il en découle une chose qui, à mon sens, constitue une différence plus fondamentale encore, qui touche directement notre ressenti, notre expérience de spectateur. Car posons-nous la question positivement. Si Max est absent, qui est alors présent? Qui sont les véritables protagonistes des scènes d'action? Le jeune couple d'amoureux, Goose, et enfin Jessie. Et qu'est-ce que toutes ces scènes nous donnent à vivre? Leur fin tragique. On a donc ici 3 séquences d'action, 3 agressions qui se terminent dramatiquement. Et à chaque fois, la mise en scène nous installe le plus près des victimes. Nous suffoquons avec l'innocent jeune couple, dans cet habitacle défoncé par la meute. Nous brûlons avec Goose, coincé suspendu tête en bas dans la dépanneuse. Et enfin, nous courons aux côtés de Jessie, serrant contre elle son enfant qu'elle nous pourra sauver sur le macadam de la mort. À chaque fois, nous sommes donc invités à vivre l'horreur de leur drame de l'intérieur, dans leur subjectivité. Et ce parti pris, autant scénaristique que de mise en scène, on ne le retrouve dans aucune des suites. Dans les autres films, tout est vécu à travers Max, ou dans Fury Road à travers le duo qu'il forme avec Furiosa. C'est lui qui mène l'action et c'est par lui qu'on observe les événements. Dans Mad Max 2, par exemple, où la violence est certes présente, elle nous n'est cependant jamais imposée exclusivement du point de vue de celui qui l'a subie. Ou si c'est le cas, elle l'est de façon très brève. On est principalement dans le point de vue de Max. Notre héros est toujours là pour qu'on puisse, nous spectateurs, nous reposer sur lui. Jamais on ne revit des scènes aussi longuement construites exclusivement du point de vue de la victime que celles qu'on trouve dans ce premier Mad Max. Car notez bien à quel point elles sont longues, construites avec suspense, de sorte à cultiver l'espoir que le personnage peut encore s'en sortir, avant de nous confronter à l'inéluctable. On s'attache, on y croit et l'on subit l'effondrement en temps réel, enfermé dans la subjectivité du personnage comme dans un film d'horreur. Et c'est cela qui, selon moi, distingue ce premier volet des autres, et qui, de fait, le rend plus dur, plus noir, plus dérangeant. Et évidemment, c'est sans compter que la fin, dont le ton est là aussi à l'opposé de toutes ces suites, on en reparlera, ne fait que renforcer cette noirceur. Radical et impitoyable, autant avec ses personnages qu'avec nous spectateurs. Voilà ce qu'est ce premier Mad Max. Un film choc, sans concession, dévastateur. Le film du traumatisme originel. Merci d'avoir suivi ce 8e épisode et je vous dis à très bientôt pour le 9e avec Max à bord de la Black on Black. Et la vengeance, elle sera terrible. Et tu vas voir la voiture avec le truc qu'elle a devant là, comment elle carbure. Et d'ailleurs, la bande-annonce de l'époque mettait l'accent sur cette bagnole futuriste. Only weapon. 600 horses of fuel-injected vengeance. Oh là, je sens que ça va me plaire. Et il a un petit bouton rouge spécial pour faire marcher le truc devant là. Ça va turbiner sec, le compresseur. Bon, bref, tout ça c'est pour le prochain épisode. En attendant, vous connaissez la musique. Ah bah, il est revenu. Ouais, on dirait la voiture de Mad Max là. Bah oui, c'est ça, c'est la voiture de Mad Max. C'est dingue. Oui, bah moi je pense que c'est surtout du bluff. Hein. C'est encore un coup de l'intelligence artificielle. L'intelligence quoi? L'intelligence artificielle, du numérique, un trucage. Ça c'est un trucage. Bah oui, c'est une illusion, un simulacre, c'est pas vrai ce qu'on voit là. Ça c'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai. Et déjà, tout simplement parce que c'est pas possible.
Oui, mais quand même... Bon, en tout cas, abonnez-vous, partagez, commentez, et si vous voulez voir des vidéos bonus, rendez-vous sur le Patreon du Super Plan de Ciné, un moyen de soutenir mon travail. À bientôt. Mais alors, ta phrase, tu l'as dit, on va pas rester là pendant 3 heures. Ben, j'aimerais bien, mais l'autre, il est toujours là. Oui, bah c'est pas lui qui va faire la pluie et le beau temps, faut qu'on termine maintenant. Bon, bah, écoutez pas toutes les conneries qu'on vous raconte. Les meilleurs films, c'est ton cœur qui te le dit. Et il y a même la centrale de police qui l'appelle. Non mais purée, on dirait vraiment que c'est vrai là. Attends, je te réexplique. Non mais arrête avec ton histoire d'illusion là, ça tient pas debout. Parce que si ça avait été le cas, l'illusion là, elle serait repartie aussi sec qu'elle est arrivée. Mais là, ça dure, ça traîne, il est toujours là. Oui, bon, c'est vrai que c'est persistant comme image. Et il y a du son aussi, t'entends la sirène là? Et puis, je suis désolé, mais c'est possible. Parce que lui là, il voyage dans le temps et dans l'espace et tout ça là. Bah oui, le casque de gousse. Et puis on est tous les trois à la voir, cette illusion là. C'est bizarre quand même. Eh oui, on est 3, et peut-être même plus. Ah non mais ça y est, j'ai compris. En fait, cette image-là, c'est une projection de vos fantasmes. Quoi? Nos fantasmes? Eh oui, vous avez tellement envie d'être dans cette voiture, de la toucher, de la conduire, qu'en fait, votre imagination a créé cette image. Ce qu'on voit là, en fait, c'est le pur produit de vos fantasmes. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien être dedans. Hein. Alors, si c'est un fantasme, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi c'est le bouffeur de graines qu'on voit dans la voiture et pas moi. Ah bah ça, je sais pas. Peut-être que t'as un désir secret refoulé. Et ça veut dire quoi, ça? Vous savez pas où elles sont? Les clés, vous savez pas où elles sont? Je les aurais pas données? Bah non, vous répondez pas. Mais... C'est à nous que tu parles? Bah oui, à qui d'autre? Oh purée. C'est à nous qui parle. Je savais que c'était vrai, ça. Et alors, qu'est-ce que tu dis de ça? On parle à nos fantasmes, là? Et ça veut dire qu'il fait vraiment des voyages spatio-temporels. Tu peux plus dire le contraire. Ah oui, c'était pas des conneries. Salut, comment ça va? Il fait chaud là-dedans. Hein. Il m'a répondu. Alors, il te faut une autre preuve pour admettre que ça, c'est vrai? Ah là là, je t'en foutrais des illusions. Bon, il doit certainement y avoir une explication derrière tout ça.